déjà dans la petite enfance, même si j'en parle pas souvent lors des satsangs qu'on fait avec Gérald, euh, il y avait déjà des sensations qu'il y avait autre chose que ce que l'on perçoit. Je pressentais déjà que ce monde-là, c'était pas suffisant, qu'il y avait une autre dimension, on pourrait dire, à la réalité que l'on perçoit là. Il y avait une réalité au-delà des cinq sens. Mais à l'époque, je le disais pas comme ça, bien sûr. Et le fait de pressentir ça euh, a créé comme une mélancolie en moi, ce que j'appelle la mélancolie du paradis perdu, où je sentais qu'il manquait quelque chose dans la vie. En plus, je posais beaucoup de questions aux adultes, mais je me suis assez vite rendu compte que les adultes ne pouvaient pas répondre à mes questions. En tout cas, les adultes qui étaient autour de moi n'avaient pas la réponse. Par Mm. exemple, assez rapidement, je me suis posé la question quand j'étais tout petit, hein, je me disais, mais d'où on vient? Je veux dire, avant le corps, avant la naissance, je posais déjà la question d'où on vient. Je me demandais aussi ce qui se passait une fois que on mourait, et personne n'avait réellement la réponse. Donc, à un moment donné, je me suis dit, enfin, j'ai cru dans ce que m'ont dit les adultes autour de moi, et j'ai cru qu'en fait, le corps mourait et puis c'était tout, quoi. Il n'y avait rien après cette vie. Et donc, là, c'était vers l'âge de 9, 10 ans, ça m'a plongé un peu dans un état de déprime parce que je me disais qu'il n'y avait aucun sens à la vie si c'était juste d'arriver comme ça et puis tu sais même pas d'où tu arrives et puis ensuite tu meurs et puis il n'y a rien derrière. Ça, je voyais aucune logique, aucune cohérence dans le fait d'être là. Et donc, il y a eu une déprime qui s'est installée vers l'âge de 10 ans et qui était toujours là en fond. Mais la plupart des gens s'en rendaient pas compte. Mais moi, intérieurement, j'avais une insatisfaction qui grandissait d'année en année, on va dire. Et puis, à l'âge de 19 ans, je sais pas pourquoi ce soir-là, je dessinais sur la table. J'étais encore chez ma mère et je dessinais. Et puis, à 21h30, il y a une fatigue qui m'est tombée dessus. Alors qu'à l'époque, j'étais en pleine forme. Je courais beaucoup, enfin, je faisais beaucoup de sport à l'époque. Et il n'y avait aucune raison pour laquelle je pouvais être fatigué à ce moment-là. Et donc, je suis allé me coucher, je me suis allongé, et puis dans le lit, il y a une question qui m'est venue comme une fulgurance, on pourrait dire, une question qui s'est imposée à moi. Et cette question, c'était qu'est-ce qui se passerait si, comme pour jouer, j'arrêtais de penser? Et le comme pour jouer est important parce que cette question-là, elle est venue vraiment comme une curiosité, on pourrait dire. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passerait si spontanément, comme ça, j'arrêtais de penser? Et ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, je savais pas que c'était difficile d'arrêter de penser. Et Alors tu l'as ça fait. s'est, ouais, voilà, ça s'est fait. C'est ça. Comme je savais pas que c'était difficile, ça s'est, je sais pas si c'est moi qui l'ai fait ou si ça s'est fait, mais en tout cas, ça s'est fait. C'est-à-dire que je suis rentré dans un état de non-pensée totale. Et donc, quand il y a plus aucune pensée, ce qui se passe, c'est que la notion de temps et d'espace disparaît, puisqu'en fait, le temps, c'est de la pensée. On y reviendra plus tard, mais le temps, c'est du mental, en fait. Pour pouvoir dire qu'il y a un temps, il faut comparer des pensées entre elles. Et donc, le temps s'est arrêté. Et à ce moment-là, ce qui s'est produit, c'est que il y a une paix très profonde qui s'est manifestée, comme j'avais jamais ressenti avant. Et puis, tout de suite après la paix, il y a une lumière en fait que j'ai vue et sentie qui est montée des pieds jusqu'à ma tête, jusqu'à la pointe de mes cheveux. J'avais la sensation qu'il montait jusqu'à la pointe de mes cheveux. Et dans cette lumière, c'était vraiment un amour, mais qui n'est pas humain, qui est au-delà de l'humain. C'est les sages, ils appellent ça la béatitude. C'est un état d'amour absolu, total, et une complétude totale. Donc, pendant peut-être 9, 10 ans, j'étais dans l'insatisfaction et je me sentais incomplet. Et là, dans cette expérience-là, je me suis senti complet. Enfin, je sais même pas, je me suis senti complet parce que je suis pas sûr qu'il y avait vraiment un jeu pour dire je me suis senti complet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une lumière et à cette lumière, j'ai dit deux choses qui ont mis des années à se produire après.
La première chose, c'était je veux m'unir à toi. Donc oui, il y avait quand même un jeu quand même, parce que j'ai dit je veux m'unir à toi. Et la deuxième chose, c'était et après, j'en parlerai à tout le monde. Et ce qui est drôle, c'est qu'il s'est passé 17 ans entre ce moment où j'ai dit ça et après tous les livres et tous les satsangs, les conférences qu'on a fait avec Gérald et le partage qui n'a pas arrêté. Et donc tout de suite, faut savoir que je suis une famille athée, hein. Tout ça, c'est arrivé alors que je n'avais aucune connaissance spirituelle de quoi que ce soit. Je connaissais rien du tout. Mm. Et quand ça s'est passé cette expérience-là, j'ai bondi de mon lit et j'ai couru dans le salon et j'ai dit à ma mère, ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours. Je l'ai enfin trouvé. J'étais très, enfin plus qu'enthousiaste. J'étais vraiment comme si j'avais trouvé bah, la seule chose vraiment importante dans la vie. Et Ouais, c'est bien. ma mère, elle m'a regardé avec des yeux ronds. Vraiment, j'ai vu qu'elle comprendrait pas du tout ce que je sais. Enfin, elle comprenait rien de ce que je lui disais, quoi. Elle pouvait pas, ça lui échappait complètement. Et donc, j'ai même pas essayé de la convaincre. Je suis retourné au lit. Je suis retourné me coucher. Et une deuxième fois, j'ai refait la même chose. C'est-à-dire, je suis re-rentré dans le vide, on pourrait dire. Et une deuxième fois, ça s'est reproduit la même chose. Et là, c'était tellement fort que j'avais vraiment l'élan de descendre dans la rue, tu sais, avec une pancarte et de dire aux gens, bah vous êtes la plénitude, quoi. Donc il y a pas de problème, en fait. Détendez-vous. Arrêtez de penser. Ouais, arrêtez de vous prendre la tête. Tu vois, tout est simple et tout est joyeux, en fait. Et puis donc j'ai écrit sur il y avait un bout de papier, je ne sais comment, il y avait un bout de papier à côté de moi sur ma table de nuit et un crayon et j'ai écrit ça existe vraiment. Et puis je l'ai mis dans mon tiroir de la table de nuit. Puis j'avais après le sentiment d'avoir vraiment trouvé quoi. Et donc pendant environ 15 jours, 3 semaines, l'état de béatitude ne m'a jamais quitté. C'était vraiment permanent. Et après ça s'est un petit peu effrité cet état-là. Et là, je me suis mis spontanément à méditer. Mais vraiment, encore une fois, je connaissais rien parce que j'avais jamais rien lu sur le sujet. Vraiment, zéro éducation spirituelle, mystique, religieuse, rien du tout. Et donc, je me suis mis à méditer vraiment du jour au lendemain. On pourrait dire Euh, que ça, c'est un aide, le fait que tu n'avais aucune bagage. ouais, oh, ouais, on pourrait dire parce qu'en fait, moi, on pourrait dire que l'expérience de être ou Dieu, enfin peu importe le mot qu'on utilise, ça s'est fait directement dans le vécu, pas Oui. par le mental, pas. D'ailleurs, j'appelais pas ça Dieu à l'époque. Moi, je j'avais même pas fait le lien que c'était ça Dieu. Moi, j'appelais ça la source à l'époque. Avec mes mots à moi, je disais c'est la source de toute vie, de toute chose. Je savais que c'était conscient, je savais que c'était amour, mais pas un amour humain. Et je savais que c'était tout ce qui est derrière les formes, je savais que c'était tout ce qui est. Donc, je le pressentais. Et Mm. donc, la méditation, pour moi, j'appelais ça faire le pont. Parce que quand je méditais, c'est comme si je faisais le pont entre cet être-là, dans cette réalité-là, et cet absolu, on pourrait dire, que tout le monde cherche. Et donc, je le revivais en méditation. Donc, assez rapidement, j'ai médité beaucoup. Enfin, en tout cas, beaucoup de fois par jour. Au début, pas beaucoup d'heures d'affilée parce que physiquement, j'avais pas le corps j'arrivais pas à tenir la posture très longtemps. Mais assez vite, environ 6 fois par jour, à peu près, c'était la moyenne, on va dire. Et puis après, ça méditait dans n'importe quelle position et Ah. sans prévenir même des fois. Mm. C'est-à-dire que à l'époque, je mangeais des fois, j'étais en train de manger, je vivais encore chez ma mère et, et d'un coup, ça s'arrêtait. Je m'arrêtais de manger et j'étais immobilisé. Il y avait une force qui m'immobilisait, qui me ramenait à l'intérieur. Puis je baignais dans cet amour comme ça. J'étais en plein en train de mâcher, ça s'arrêtait de mâcher. Et ça décrochait complètement de ce monde. Et puis après, ça revenait. Et après, je me suis rappelé que ça, je le faisais déjà quand j'avais 4 ans, 4 5 ans. D'ailleurs, ça avait fait très peur à ma mère. Elle m'avait sauté dessus pour me secouer parce qu'elle avait peur. Elle avait cru que j'avais fait un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça. Mm. Et je pense que c'est ça qui a fait que peut-être ça a perdu le lien, c'est que ça avait dû faire peur à ma mère, donc je me laissais plus aller à ces états spontanés, on va dire. Et puis après, bah, c'est là que, alors, pendant un moment donné, j'ai cru que le chemin spirituel était déjà terminé au moment où je vivais ça. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait plus rien d'autre à apprendre. Je savais tout ce qu'il y avait à savoir. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est comme si ça avait joué, on pourrait dire. Ça avait joué à intégrer de la connaissance sur comment fonctionne cet univers-là.
Alors, au début, ça a commencé avec euh, tout ce qui est l'aspect énergétique, le corps énergétique, et spontanément, je voyais que j'avais une force dans les mains qui pouvait émaner, puis ça guérissait les gens. Ma mère, par exemple, elle avait des fois des douleurs à certains endroits. Une fois, elle avait eu une tendinite au poignet qui avait duré 2 mois, et je lui avais touché le poignet, puis c'était parti instantanément. Alors forcément, ma mère, tout de suite, elle a dit, ah, c'est un miracle, donc il faut que tu ouvres ton cabinet de thérapeute. Elle voulait déjà que je sois magnétiseur, quoi. Ça, j'avais 20 ans, tu vois. Elle m'avait déjà mis dans une case. Voilà, moi, je vais pas passer sur les guérisons, il y en a eu plusieurs assez belles et tout ça. Mais intérieurement, il y a un truc qui me disait, non, non, c'est pas ça. Il y a autre chose. Donc, je suis plongé dans ces expériences énergétiques. Après, je voyais autour des gens des espèces de fumée blanche, on va dire, lumineuse, et autour des arbres aussi. Enfin, à peu près autour de tous les êtres, on va dire, vivants. Je mets des guillemets parce qu'après, il y a une autre dimension de la vie, je m'en suis rendu compte plus tard, mais en tout cas, les êtres animés, ils émanaient une forme de ouais, d'aura. Et à l'époque, encore une fois, je connaissais rien, hein. Tout ça, c'est arrivé spontanément. Et puis après, bah, c'était toujours pas ce que je voulais. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, non, euh, pourquoi je cherchais comme ça? Parce que, en fait, je sentais que ce que j'avais goûté quand j'avais 19 ans, je le vivais pas en permanence. Je pouvais des fois le revivre spontanément dans certains états de méditation, mais ça allait, et venait, si tu veux. Ça faisait des fluctuations. Donc, je cherchais ce qui me permette de vivre cette paix en permanence. C'est surtout une paix profonde que je cherchais. Mais bon, il y avait quand même l'élan de comprendre comment ça marche l'humain, comment ça marche toutes les dimensions de l'humain. Alors après, ce qui s'est passé, ça a été dans un premier. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est qu'après, comme il y avait l'aspect énergétique des choses, je me suis dit, bah en fait, je vivais vraiment qu'on n'était pas un corps solide, qu'on était un corps fluidique, qu'on était un corps subtil. Et je me disais, bah, en fait, c'est évident, on n'est pas le corps. Enfin, là, j'en avais la certitude dans mon vécu direct. Je me sentais tellement fluidique, tellement énergie, si tu veux. Pour moi, c'était évident qu'on n'était pas le corps. Et donc, j'ai eu un élan très fort d'investiguer par moi-même ce qu'on appelle les sorties astrales. Et donc, comme par hasard, la vie m'a envoyé à ce moment-là pile le maître qu'il me fallait pour travailler ça. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois que j'avais besoin, hop, il y a la personne qui arrivait. Donc, mon premier maître, qui s'appelle Michel, était un expert des sorties astrales. Et ça faisait 45 ans qu'il sortait du corps toutes les nuits. Donc, voilà. Et c'est lui qui m'a appris. Donc, j'ai suivi son entraînement pendant 1 an et 3 mois, avec beaucoup de régularité, beaucoup de détermination. Parce que, en fait, j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère, elle était déjà âgée à l'époque. Bon, en fait, elle est toujours là actuellement, mais je me disais peut-être qu'elle va passer de l'autre côté assez vite. Aujourd'hui, à 99 ans, elle est en pleine forme, tu vois, mais en fait, je me disais, il faut que je lui dise ce qu'il y a de l'autre côté. Et je voulais l'aider. Enfin, je voulais pas qu'elle ait peur, en fait, de ce qu'il y a derrière. Et donc, je me suis entraîné. Puis, au bout d'un an et 3 mois, j'ai commencé par faire des expériences où je me réveillais pendant que le corps dormait et je voyais mon bras astral qui quittait mon bras physique. Donc, je voyais un bras luminescent, on pourrait dire, et puis je voyais mon autre bras physique qui restait. Puis après, il y a eu les jambes. Et puis après, il y a eu une expérience où je me suis retrouvé, comment dire, mon corps physique à plat et mon corps astral à la verticale avec la tête à l'envers, en bas. Et puis pour finir, après, il y a eu la vraie sortie astrale, donc où là, je suis sorti de mon corps, je me suis retrouvé, j'ai vu mon corps sur le lit qui était allongé. Curieusement, j'en suis assez vite désintéressé. J'étais curieux de ce que je pouvais faire avec le corps astral. Et je me suis donc baladé dans mon appartement euh, en, comme un aéroglisseur, si tu veux. Ouais. J'utilisais pas mes pieds, je flottais au-dessus, comme ça, du sol. Et puis, je me suis amusé à faire des espèces de pirouettes en l'air à la hauteur du plafond, comme ça. Enfin, j'expérimentais des choses, quoi. Et puis, la première sortie astrale, j'ai voulu quitter l'appartement, mais j'ai eu peur. On habitait à l'étage. Et au moment où j'ai voulu passer par la fenêtre, j'ai vu le vide, j'ai eu peur et je suis retourné dans mon corps.
Parce que même si je volais, j'ai quand même eu peur de, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, il y a eu une peur. Et puis après, j'ai appris à dompter cet état et donc petit à petit, de sortie en sortie. Ça, c'est classique quand on lit les récits de gens qui font des expériences de sortie de corps. En général, on s'éloigne de plus en plus de son corps physique. Oui, même le livre de Marco Berne qu'on a traduit en Roumanie parle de la même chose. Ouais, donc au début j'avais peur et Oui, puis après, après je suis allé plus loin. Donc après je suis resté sur la planète Terre où je suis allé par exemple aux États-Unis ou dans d'autres endroits. Puis après je suis allé toujours dans la dimension physique. Je suis allé au niveau du Soleil, au niveau de la Lune. Je suis allé derrière la Lune. J'ai vu des belles choses. Mais je vais pas entrer dans les détails, mais il y a des choses intéressantes derrière la Lune. Et après, j'ai rencontré une des sorties déterminantes, ça a été au Canada. Je me suis retrouvé au Canada, donc j'étais hors corps et je voulais me faire voir des gens. J'étais dans un centre commercial et les gens ils me traversaient tous. Et ça m'a vraiment vexé, quoi. Je me disais, ouais, puisque c'est ça, j'en ai marre, je rentre dans mon corps et ils veulent pas me voir, bah tant pis. Et du coup, quand je me suis retrouvé, donc je passais par la fenêtre pour rentrer chez moi. Et je me suis retrouvé à revenir dans mon corps. Et là, devant mon corps, il y avait un enfant. Alors, il faut savoir que dans l'astral, on peut prendre n'importe quelle forme. Donc, c'est pas sûr que c'était un enfant, mais en tout cas, c'était un maître qui avait la forme d'un enfant, qui était habillé tout en bleu. Et je lui dis, ah bah toi, tu me vois. Parce que lui, il m'a vu. Il me fait, ah bah, il me dit, bah oui, je te vois. Et je lui dis, bah viens, super, on va faire un tour. Donc, on se prend par la main, on sort par la fenêtre. On vole au-dessus de ma ville, donc je reconnais bien la ville où j'habite. Et puis je lui dis, ça fait combien de temps que tu es là? Et il me dit, ça fait 15 jours que j'ai quitté mon corps physique. Et je lui dis, ah bah ça fait plus longtemps, enfin, tu as plus d'expérience que moi. Donc je lui dis, prends les commandes, vas-y, guide-moi. Et là, il m'a emmené donc pour la première fois dans une dimension, ce qu'on appelle les plans subtils de l'astral, où là, ça n'a plus rien à voir avec la dimension physique, il n'y a plus la planète Terre et puis tout ça. Là, j'étais dans un monde avec des immeubles, enfin des immeubles. On pourrait dire que ça ressemblait à des immeubles, mais c'était comme des cristaux de toutes les couleurs, mais très très grands, hein, comme des buildings, mais immenses, qui font des centaines et des centaines de mètres de haut. Et donc, c'était un plan où il m'a dit, c'est le plan des enfants. Alors, je sais pas, enfin, aujourd'hui, bon, pourquoi pas, mais en tout cas, il y avait que des enfants, il y avait des êtres, je sentais que tous les êtres qui étaient là avaient une certaine pureté, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'êtres, qui avaient de l'animosité envers les autres, etc. Parce que dans l'astral, en fait, il y a des plans d'appartenance où tu vas rencontrer des êtres qui correspondent à mm, ce que tu émanes, on va dire. Et puis, donc, il m'a emmené dans ce building. Et là, c'était fascinant parce que pour la première fois, je pouvais toucher la matière astrale. Donc, avec mon corps physique, je touchais la matière, le mur du cristal lumineux. Parce que les buildings, ils avec avaient tous des couleurs différentes. Ah, avec au ton corps cristal. physique ou ton corps astral quand même? Ah, avec mon corps astral. Avec mon corps Ouais. astral, je touchais. Ah non, mon corps physique, il dormait. Oui, mais C'était tu as dit complètement corps en. physique, alors c'est pour ça, c'est Ah, le corps pardon, astral. je me Oui, suis oui. trompé. Ouais. Donc, c'est les corps. Je touchais. C'est comme si c'était avec le corps physique, Mm. mais c'était avec le corps astral et je touchais la matière. Et du coup, ça l'a beaucoup amusé. Et il y a une autre, il a appelé il y a une autre guide qui arrivait, qui était en violet, elle, qui avait eu l'apparence d'une petite fille de 12 ans à peu près, mais beaucoup de sagesse pourtant. Et puis, bah, elle m'a amené dans un plan où il y avait de la neige. Enfin, bon, je vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais en gros, Ouais. c'était une expérience où je pouvais toucher la matière astrale et en fait, ça a changé ma façon de voir le monde et de voir la vie. En fait, je me suis rendu compte que, parce qu'en fait, le plan astral, c'est le plan de la matérialisation de la pensée. Que quand on pense quelque chose, ça se manifeste. Et donc, ça Mm. m'a fait prendre conscience que la pensée, en fait, la loi, en fait, de cet univers, c'est quand même une loi où la pensée joue un rôle prédominant. Euh, Tu vois, quand on dit que le divin a créé euh, l'univers, c'est écrit et il a, en gros, il y a eu cette phrase que la lumière fut et la lumière a été en fait, c'est-à-dire la lumière, c'est-à-dire la manifestation, c'est manifesté. La base de la manifestation au début, c'est la lumière, sinon tu vois rien. Pour Mm. pouvoir voir une manifestation, il faut une lumière. Mais pour pouvoir dire que la lumière fut, il faut une pensée. Donc il y a une pensée, on pourrait dire, fondatrice du monde, Mm. et il y a une pensée qui manifeste les formes.
Et en fait, donc après, il y a eu toute une phase où ça a joué avec ce que j'appelle la pensée créatrice. À l'époque, je savais pas que c'était bien avant les livres comme Le Secret et tout ça. Je jouais avec ça. Donc, je savais que si je pouvais penser quelque chose, ça se manifestait. Mm. Et donc, ça s'est amusé à faire, moi j'ai appelé ça la période des demandes. Donc, pendant un certain temps, ça demandait des trucs et puis ça se réalisait tout le temps. Et c'était assez drôle d'ailleurs, parce que c'était dans les moindres détails. C'était, par exemple, quand j'allais au travail, moi je buvais pas de café, j'aimais pas forcément le café, mais il y a un matin où je me suis dit, tiens, je boirais bien un café, comme ça. J'avais l'élan de demander un café intérieurement. Et je travaillais dans un cinéma à l'époque, et la première cliente que j'ai vue, elle m'a même pas dit bonjour. Elle est arrivée, elle m'a dit, vous voulez un café? Bougez pas, je vous l'apporte. Ça arrivé qu'une fois, hein. Ça arrivé que le matin où j'ai demandé intérieurement. Je l'ai pas demandé à haute voix, bien sûr. Et c'était plein de petits détails comme ça, plein de choses. Enfin bon, il y en a eu plein. Là, ça paraît ridicule, mais il y en a eu des milliers en fait. Ou quand je suis arrivé au Québec, par exemple, et pour repartir du Québec, ça c'était après ça, une fois pour euh, pour les satsang. Et je voulais des écouteurs pour écouter les films dans l'avion, parce que j'avais perdu les miens, ou je sais pas, ils avaient disparu. Et au moment où je me dis, tiens, il me faudrait des écouteurs, je trouve une boîte neuve par terre devant moi, quoi. Enfin, bon, bref, ça arrivait tout le temps. Mais, Même quand, mais, le plus drôle, c'était une fois où j'avais oublié mon repas pour aller au travail. À l'époque, je prenais un pique-nique et je faisais certaines diètes alimentaires. Euh, Parce qu'avec en fait, avec le yoga, on fait beaucoup de diète alimentaire. Des fois, on fait des modifications alimentaires. D'ailleurs, ça m'a valu un surnom, on m'appelait Pamplemousse. Parce qu'à l'époque, je mangeais que des pamplemousses. Donc voilà. Et à cette époque-là, j'étais dans la période pomme-orange. Je prenais que une pomme et une orange pour mon repas du midi. Et j'avais oublié sur le chemin pour aller au travail, j'avais oublié ma pomme et mon orange. Je me dis, mince, j'ai pas ma pomme et mon orange. Et au moment où je demande ça, sur le chemin, il y avait une pomme et une orange posées. Et et pas donc, une pêche. c'est quand même précis, tu vois. Ouais, c'est pas une pêche, c'est vraiment une pomme et une orange. Et c'est le seul jour où je l'ai oublié, tu vois. Ouais. Donc, bref, Mais ça arrivait tout le temps. ça doit Euh, continuer même maintenant, non? Maintenant, je m'en fiche complètement. Ouais, c'est ça. Je demande rien, donc, mais tout est parfait. Donc, comment Ouais. dire, je cherche rien. Je sais que la vie fait parfaitement, donc j'ai pas besoin de demander quoi que ce soit. Tu oublies pas Euh, ton repas, par exemple, et tu as besoin de quelque chose. Bah, disons que si ça arrivait aujourd'hui, comme je m'en fiche, parce que ça ne change pas grand-chose en fait, que j'ai ceci ou cela. Puis je sais qu'il y aurait autre chose qui arriverait, donc c'est plus pareil. Je suis plus dans un truc de demander en fait. Ça se Ok. fait tout seul, c'est automatique. Voilà. Et puis après, il y a eu une période aussi où la clairvoyance et la clairaudience s'est développée. Il y a eu une curiosité avec ça. Là, Gérald, il m'a laissé jouer pendant un moment donné. Ah oui, parce qu'entre-temps, j'ai oublié de dire que j'ai quand même rencontré Gérald, euh, qui a été quand même, bon, on pourrait dire mon guide principal sur le chemin. Euh, donc, il m'a toujours ramené à la simplicité. Bon, pour la clairvoyance et la clairaudience, tu m'as laissé faire, mais même quand ça devenait un peu tendu, bon, tu regardais ça de loin, tu vois, parce qu'en fait, il y a un moment donné quand tu développes à un certain point la clairvoyance et la clairaudience, tu peux facilement voir dans les gens, Ah, avoir une forme d'intrusion. Et ouais. moi, je m'amusais à ça parce que c'est juste pour jouer. Mais disons que tu peux avoir une fascination pour le pouvoir, etc. Ouais. Et Gérald m'a laissé faire. Puis à un moment donné, je suis allé le voir et je lui ai dit, moi, j'en ai marre de tous ces trucs-là, les clairvoyances, tout ça, capter les esprits, machin. Et j'ai laissé tomber tout ça. Et Ouais. Gérald, il était bien content. Tu lui avais fait, bon, bah, c'est bien, c'est cool, passe à autre chose. Et puis là, en fait, là, c'est quand ça c'était vers la fin du chemin où là, ça a commencé à vraiment vouloir ce que les sages appellent la réalisation du soi, c'est-à-dire réaliser ce que l'on est vraiment, euh, bah, la vérité à propos de soi, quoi, c'est-à-dire qu'on ait conscience et qu'on n'est pas le corps, le mental, etc. On est juste une conscience, une présence, quoi, ou être. C'est difficile de mettre des mots là-dessus.
Et puis bon, bah, il y a eu une phase où ça a un peu tout envoyé bouler, où je suis parti, alors que j'avais tout en France, hein, j'aurais pu rester avec Gérald, ça aurait réalisé pareil. Mais euh, mais il y a eu la volonté d'expérimenter la vie un petit peu comme un moine en Inde, où j'ai vécu 3 ans, et pas mal de temps dans les Himalayas, un petit peu à l'ancienne, quoi. Je dis à l'ancienne parce que les premiers sages de l'humanité en Inde, on les appelle les rishis, et on dit ils venaient des Himalayas. Donc le premier yogi, bon, Shiva, ça veut dire beaucoup de choses, mais le premier chercheur spirituel, le premier sage, on dit que c'est Shiva. Et donc voilà, j'ai passé pas mal de temps dans les Himalayas à faire quasiment que méditer. Et puis curieusement, bon après, entre deux voyages en Inde, j'ai rencontré ma compagne en France. Donc finalement, je suis revenu en France. Curieusement, la réalisation du soi n'a pas eu lieu en Inde, même s'il y avait quand même une paix vraiment équanime en Inde. Vraiment, enfin, quand tu es dans un petit ashram dans les Himalayas où il y a vraiment rien, je veux dire, le seul divertissement, c'est de regarder le Gange qui passe, quoi. Tu vois, il y a rien d'autre, quoi. Et donc après, ben, je suis revenu en France. J'ai commencé à donner des cours de yoga. Et c'est vraiment dans la simplicité du quotidien. Quand je suis revenu, c'était un lundi soir de donner les cours de yoga. J'étais au volant de ma voiture. Et, et en fait, au volant de la voiture, à un moment donné, il y a eu, c'est très difficile à expliquer, mais il y a eu comme si j'avais absolument rien à faire pour être. J'avais rien, il y avait pas à faire d'efforts, il y avait pas à faire quoi que ce soit. Euh, et que j'avais toujours été cette conscience. J'avais toujours été, ça avait toujours été là. Quand j'étais bébé, c'était là. Avant la naissance du corps, c'était là. Ça a toujours été là. Et il y a eu on va dire un goût de je suis ou un goût de maintenant, c'est-à-dire une intensité d'être qui s'est révélée et qui était vraiment, ça balayait tout sur le passage. C'est-à-dire que j'étais tellement maintenant que je ne pouvais pas me raconter d'histoire sur quoi que ce soit. Je pouvais pas me projeter dans le futur. Je pouvais pas amener mon attention vers le passé, ça m'intéressait plus. Enfin, il y avait que maintenant. Il y a une totale fascination de maintenant. Et j'étais émerveillé du fait d'être, de simplement être. C'est-à-dire que c'est comme si à chaque nanoseconde, ça disait, ah, je suis, ah, c'est incroyable comme je suis, ah, je suis. Et c'était, ouais, l'émerveillement de juste être. Et ça, bah, pendant 2, 3 mois, c'était tout le temps là, ce qui fait que c'était pas forcément évident de continuer les activités du quotidien parce que j'avais aucun élan de faire quoi que ce soit, puisque j'étais totalement satisfait. Euh, Puis il n'y avait pas beaucoup de pensées, si tu veux. C'était vraiment très, très. Euh, je savais pas comment dire. C'est comme si j'étais en dehors de l'espace et du temps, voilà. En fait, c'est pas comme si j'étais en dehors de l'espace et du temps dans ce vécu. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une deuxième étape. Donc la première étape, c'était de la reconnaissance que derrière cette enveloppe, il y avait un je suis, il y avait une conscience qui avait toujours été la même, qui est inaltérable, intouchable, qui est éternellement pure, si tu veux. On peut pas la salir, elle peut pas souffrir, etc. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est la deuxième étape, ça a été la reconnaissance que toutes les formes, toutes les perceptions, c'est ça. Donc, il y a eu deux étapes. Il y a eu la première étape, c'est je suis cela, comme disent les sages. Et la deuxième étape, c'est tout est un. Tout est un. Et comme disait Gérald dans le titre du bouquin de Gérald, il n'y a que l'un. Bah, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est toujours ça. C'est-à-dire que OK, il y a apparition d'objets. Les cinq sens, ils croient qu'il y a des formes changeantes, etc. Euh, mais en fait, derrière ça, quand tu vois par le cœur, c'est-à-dire au-delà des apparences, euh, tu vis, tu goûtes la même. euh, c'est assez difficile à expliquer, mais ouais, la même conscience. Ça se vit comme une paix euh,
quelque chose qui ne fluctue pas, qui ne bouge jamais. Quel que soit le changement des formes, c'est toujours là. Quel que soit le fait que, euh, comment dire, non, c'est trop difficile à expliquer. Il n'y a pas de mots en fait pour expliquer en détail ce que c'est, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis ce jour, bah, il y a plus jamais eu de souffrance, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire il y a plus d'histoire qui se raconte de ma condition, de ceci, de cela. Et il y a la vision très claire que cet organisme, c'est avec son mental, etc. C'est un personnage dont je me sers, on pourrait dire, comme une forme d'interface, tu vois, pour communiquer avec ce monde, mais ce n'est pas fondamentalement moi. L'autre jour, ma compagne, elle me regarde et elle me dit, est-ce que tu es réel? Et je lui dis, bah, bien sûr que non. Donc, en fait, ce corps-ci n'est pas ce que je suis réellement. C'est juste, c'est une expression, en fait. C'est une expression. Mais on peut pas dire que la vague est l'océan, tu vois. Donc, c'est la même chose. Réaliser sa nature, c'est réaliser l'océan. Et on se situe plus vraiment au plan des vagues. Et d'ailleurs, une autre analogie qu'on peut faire, c'est que au niveau du plan manifesté, il y a des vagues parce que tout fluctue en permanence. Il y a le chaud, il y a le froid, il y a les émotions, etc. Mais au niveau de l'océan, en profondeur, il n'y a rien de tout ça. Il y a toujours la quiétude éternelle qui bouge jamais, et puis qui embrasse tout spontanément. Et ça, c'est pas quelque chose de compliqué parce que tout le monde l'a déjà vécu dans l'enfance. Dans la petite enfance, tout le monde vit comme ça. Mais c'est souvent avec, en grandissant, on met des filtres par-dessus.